Il est le fils de Robert Serrault, représentant en carte postale le jour et contrôleur de théâtre la nuit, et d'Adeline Foulon. Au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en 1939, sa mère l'envoie à Argentat en Corrèze, avec ses deux frères Raoul et Guy, et sa sœur Denise, issue d'une famille très simple de tradition chrétienne. Il devient enfant de chœur dans l'église de ce village. Il y découvre la théâtralité de la cérémonie religieuse et côtoie la mort lors du sacrement de l'extrême-onction et des funérailles religieuses, portant en lui le germe d'une foi naissante. Il annonce à sa mère en octobre 1941 vouloir devenir prêtre. En octobre 1942, il entre au petit séminaire de Conflans à Charenton-le-Pont. Dès cette époque, il proclame avoir deux passions, faire rire et m'occuper de Dieu, et dira plus tard qu'il n'aurait pas aimé le vœu de chasteté. Après 2 ans de séminaire marqués par l'austérité, le père Modeste Vanham, son directeur spirituel, l'oriente alors vers son métier de comédien, considérant qu'il servirait mieux le Seigneur dans ce domaine. Michel Serrault restera un fervent catholique. Il s'inscrit au printemps 1944 dans le Centre d'art dramatique de la rue Blanche et suit les cours gratuits de Jean Le Goff, comme José Arthur. Parallèlement, il suit des cours payants au Conservatoire Maubel où il rencontre une autre élève, Juanita Saint-Péron, qu'il épousera le 27 janvier 1958. Refusé au Conservatoire en 1946, il décroche ses premiers contrats de comédien de théâtre, part en tournée en Allemagne, monte un spectacle de clown avant de faire son service militaire à Dijon en 1948. À son retour, il intègre la troupe des Branquignoles de Robert Derry, est initié au théâtre d'avant-garde par Jean-Marie Serrault, étudie l'art du mimodrame avec Étienne Decroux et fait de la figuration à la Comédie Française. Dans les années 1950 et 1960, il fait les belles heures des cabarets parisiens en duo avec Jean Poiret, qu'il rencontre en 1952 à une audition des matinées classiques du théâtre Sarah Bernhardt. Ils se font connaître en interprétant ensemble le sketch Jerry Scott, vedette internationale, dont la première représentation a lieu au Cabaret Tabou le 11 janvier 1953. Il débute au cinéma avec les Branquignoles par un petit rôle dans A. Les Belles Bacchantes, 1954, puis dans Les Diaboliques, 1955, d'Henri-Georges Clouzot. Il participera à leurs nombreux autres films. Il se lance dans une longue aventure dans le film comique Assassin et voleur, 1957, de Sacha Guitry, avec Jean Poiret, Le Viager, 1972, de Pierre Tchernia, qui le fera jouer dans plusieurs autres films, où il a pour partenaire Michel Galabru, avec lequel il participera à un grand nombre de films comme Les Gaspards, Room Service. Il tourne aussi avec Louis de Funès, alors encore peu connu. Nous irons à Deauville, des pissenlits par la racine, Carambolage, ou encore avec Jean Lefebvre et Bernard Blier. Quand passent les faisans, 1965, Le Fou du Labo 4, 1967, C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule, 1974, figure du théâtre de boulevard, avec ses rôles dans des pièces télévisées d'Au Théâtre Ce Soir. Il triomphe en 1973 dans le rôle de l'excentrique travesti Zaza Napoli, de la Cage aux Folles, qu'il rejouera plus tard avec un succès international dans ses adaptations au cinéma et dont le premier opus lui vaut le César du meilleur acteur en 1979. Puis arrive l'Ibis Rouge, 1975, de Jean-Pierre Mocky avec Michel Simon. C'est un grand ami du cinéaste avec lequel il tourne un grand nombre de films dont le plus gros succès reste Le Miraculé, 1987, où il joue pour la dernière fois avec son vieil ami Jean Poiret et donne la réplique à Jeanne Moreau qu'il retrouve pour un autre face-à-face truculent dans La vieille qui marchait dans la mer, d'après Frédéric Dard, de Laurent Heinemann en 1991. Il reviendra à la comédie incisive avec Rien ne va plus, 1997, de Claude Chabrol où il forme avec Isabelle Huppert un couple d'arnaqueurs à la petite semaine.
pris dans les mailles du filet d'un parrain des Antilles interprété par Jean-François Balmer. Serrault a également servi le comique grinçant, absurde et ubuesque de Bertrand Blier en l'espace de 3 collaborations. Préparez vos mouchoirs, 1978, Buffet froid, 1979, et Les acteurs, 2000. Dans ce dernier, comme presque tout le reste de la prestigieuse distribution, il interprète son propre rôle. L'adaptation de la pièce La Cage aux Folles au cinéma étant un succès international. Il est un des rares acteurs français à pouvoir se permettre de tourner à la fois dans de grosses productions mais aussi des films d'art essai, souvent moins grand public. Le 30 août 1977, il perd sa fille Caroline, alors âgée de 19 ans, dans un accident de la route à Neuilly-sur-Seine. L'acteur, Nita et leur fille cadette ne surmonteront jamais vraiment cette tragédie. Ce drame familial est parallèle à un changement de cap artistique. C'est désormais dans des rôles dramatiques que l'acteur va exceller, soulevant parfois au passage de vives polémiques comme en 1997 lors de la présentation à Cannes d'Assassin S. de Mathieu Kassovitz, après l'obtention d'un deuxième César pour Garde à vue, 1980, de Claude Miller, où il campa un notaire cynique et équivoque, soupçonné d'être l'auteur d'un double violent et homicide sur mineur. Son dialoguiste Michel Audiard déclare à son sujet: « Il est le plus grand acteur du monde. » Ce huis clos policier où il se confronte à Lino Ventura marque sans conteste un grand tournant dans sa carrière puisque s'ouvre devant lui la porte d'interprétations plus ténébreuses. Il apparaît en 1982 aux côtés de Charles Aznavour en petit commerçant provincial voué au meurtre de vieille dame dans Les fantômes du Chapelier de Claude Chabrol, adapté de Georges Simenon, ou devient, dans Mortelle randonnée, 1983, de Claude Miller, un père croyant reconnaître sa fille disparue en la personne d'une jeune meurtrière interprétée par Isabelle Adjani et qu'il suit avant d'effacer les traces laissées sur les scènes de crime. Il affronte ensuite, paralysé et aphone, sa bru adultère campée par Nathalie Baye dans En toute innocence, 1988, d'Alain Gessuayandos, pour Christian de Challonge, Les oripeaux du médecin, tueur en série, Marcel Petiot dans Docteur Petiot, 1990. C'était par ailleurs ce réalisateur qui avait révélé ses capacités à endosser des rôles ambigus. Avec L'argent des autres en 1978 où il était un inquiétant banquier. En 1995, Nelly et Monsieur Arnaud, le film Testament de Claude Sautet, est une autre étape décisive pour Serrault puisqu'il y fait preuve d'une nuance dramatique qu'il avait peu manifestée auparavant. Il y interprète un magistrat retraité, désenchanté, solitaire et mélancolique, sollicitant les services d'une jeune femme délaissée, jouée par Emmanuel Béard, pour rédiger ses mémoires. Sa prestation est unanimement reconnue comme sa composition la plus aboutie. Elle lui permet de remporter un ultime César en 1996. En 1999 dans Le Monde de Marty de Denis Bardiot, il tient le rôle d'un vieillard muet et paralysé, atteint de la maladie d'Alzheimer mais dont la voix commente en off les récits de son amitié naissante avec un jeune garçon souffrant de leucémie. À la fin de sa vie, l'acteur jouait plutôt des rôles de Pépé, campagnard à la française, bougon, un peu rustre, mais avec un grand cœur, comme dans Les Enfants du Marais, 1999, de Jean Baker, avec Jacques Villeray et Jacques Gamblin. Une hirondelle a fait le printemps, 2001, de Christian Carion, Le Papillon, 2002, de Philippe Muil, Albert est méchant, 2003, ou Les Enfants du pays de Pierre Javot. Peu de temps avant sa mort, on a pu le voir aux obsèques de Jean-Claude Brialy. À Paris, il mettait également la dernière main à un ouvrage dans lequel il souhaitait raconter ses souvenirs, en se retournant sur sa carrière exceptionnelle. Cet ouvrage, qui s'intitule À bientôt, est paru le 12 novembre 2007 chez O. Éditions. Il envisageait aussi de porter à l'écran la vie de Monsieur Pouget, prêtre de Paris que nombre de personnes illustres consultaient pour sa vaste science et ses
Conseil. Michel Serrault rêvait d'interpréter un jour la vie de ce prêtre qu'il admirait beaucoup. Homme au physique de monsieur tout-le-monde et au caractère fougueux, cabotin, provocateur, franc et chaleureux, il a joué dans 135 longs métrages. Il est mort chez lui, dans sa propriété du Val-la-Reine à Aix-Mauville, le 29 juillet 2007. Un jour avant Ingmar Bergman et Michelangelo Antonioni, à l'âge de 79 ans, des suites d'un cancer alors qu'il souffrait depuis plusieurs années d'une maladie rare, la polychondrite chronique atrophiante, d'où la déformation de son nez. Le 2 août 2007, de nombreux amis du monde du cinéma et quelques représentants officiels ont assisté à ses obsèques, en l'église Sainte-Catherine de Honfleur, près de sa résidence secondaire. Il est inhumé au cimetière Yatnan, avant que sa dépouille soit transférée en 2009 au cimetière ancien de Neuilly-sur-Seine, lieu de sa résidence principale, auprès de son épouse et de sa fille.